Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie 1.1 la librairie de l'Odève, située au 6 bis, boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Perrine Febvre, vous êtes cofondatrice de la compagnie Les Arroseurs et vous en assurez la direction artistique en collaboration avec Renaud Grémillon et Julie Levasseur. En 2020, vous avez reçu le prix Les Arts de la Rue de la SACD, donc la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Vous avez suivi un double cursus, théâtre et sociologie. Perrine Febvre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vient de paraître le livre L'Étendue aux éditions Deuxième Époque, dont vous êtes l'auteur. C'est une pièce de théâtre qui reprend une de vos créations. Pourquoi avoir figé votre pièce de théâtre, qui par essence est vivante et différente à chaque représentation, pourquoi avoir choisi d'en faire un livre ? Alors, déjà, ce n'est pas forcément un choix au départ, mais une proposition qui nous a été faite des éditions Deuxième Époque. Justement, je trouve que, évidemment, que nos spectacles vivants, encore plus aujourd'hui, on leur reconnaît leur qualité de l'instant, du moment. C'est des œuvres qui naissent du regard de l'autre aussi. Et donc, qui ont vocation à ne pas être figées, justement. Et moi, il me semble que l'aventure d'un livre ne fige pas, mais donne comme un prolongement de l'aventure. Et ce que j'aime assez avec cette proposition, qui a vraiment compté dans le fait qu'on ait envie de se lancer dans cette aventure, c'est que c'est une édition qui se veut éditer des textes de spectacles vivants, amendés de regards, de comment les auteurs ont vécu le processus de création, le thème abordé, comment il est regardé par d'autres. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a dans le cœur du livre le texte théâtral et autour des entretiens, des analyses critiques, une préface, etc., qui me semble être important. Ça, c'était une première chose. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est un spectacle qui a été créé en 2017, qui a parcouru un peu les routes de France depuis, sauf là, dans ce temps à l'arrêt, et qui est une sacrée aventure humaine. Alors, tous les spectacles le sont, mais celui-là a mené dans son sillon beaucoup de gens pour qui ça compte. Et je crois que ce livre, c'est aussi pour eux une manière de retrouver cet univers, de retrouver ces mots, de s'emparer aussi du dire de ce texte. Parce que quelle vie a ce livre, en fait, particulièrement, au-delà de cette période où, surtout, le théâtre, que vous disiez tout à l'heure, est arrêté. Parce que la vie d'un livre est particulière. Comment vous pensez le faire accompagner, ou comment ça peut s'accompagner aujourd'hui à cette période ? Alors, moi, je crois que déjà, c'est un spectacle qui va, on l'espère, de tout notre cœur et corps d'artiste, va jouer cette année et encore quelques années. On a la chance que ce soit un spectacle qui a encore envie d'être programmé et vu. Donc, on a encore normalement une belle tournée qui recommence à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et c'est une des premières, un premier faisceau de diffusion de ce livre. Et puis après, il y a tout le travail des éditions Deuxième Époque, dans leur librairie un peu spécialisée autour du théâtre, des arts de la rue, etc., de le diffuser. Et on aimerait aussi faire une série de rencontres d'auteurs. On a déjà été contacté pas mal par des librairies, mais bon, on attend que ce soit possible. Un peu plus ouvert. En tout cas, toujours bienvenue ici, évidemment. Ouais. À travers ce livre, vous abordez un thème, celui des tondus, c'est-à-dire ces femmes qui, après la guerre, ont eu leur crâne rasé. C'est un thème qui est peu abordé, finalement. Est-ce que c'est parce que cette période des tondus est tabou ? Je crois... Ah, c'est marrant, cette question dans ce sens-là. Alors, je crois que, comme tout grand point noir de l'histoire, il faut que le temps passe. Et c'est cette période-là en particulier de cette Seconde Guerre mondiale, occupation, etc. Comme l'a été la guerre d'Algérie. Voilà. Donc, le problème un peu autour de cette question spécifique des tondus, c'est que le temps a passé, l'histoire a parlé de manière plus complexe pour des tas d'endroits de cette complexité. Et les tondus sont restés, par contre, elles, vraiment recalées sous le tapis, avec pas grande envie de soulever le tapis, justement.
et ont été considérés pendant, jusqu'à il y a très peu, comme un dommage collatéral. Oui, bien sûr, dans ces périodes terribles, des choses terribles se passent un peu en périphérie, et elles ont été un peu, voilà, ce dommage. Sauf que c'est plus compliqué que ça, et c'est plus important que ça, et grâce, donc moi, dès que j'ai eu envie de me frotter à ce sujet, j'avais comme ça une intuition que vraiment peu de choses avaient été dites, et peut-être pas les enjeux fondamentaux de cette histoire, et que ça avait encore quelque chose à nous raconter aujourd'hui. Donc de cette intuition-là, je suis partie en quête de tas de témoignages, j'ai lu tout ce qui était possible, je suis allée dans les archives, dans différents départements, et très rapidement, je suis tombée sur un livre clé de l'historien Fabrice Virgili, qui s'appelle La France virile, qui lui travaille dessus depuis 30 ans, c'est le spécialiste français, voire européen de cette question, et qui lui très vite en fait repositionne l'histoire des tondus autour d'un fait historique et plus un dommage collatéral, et qui s'inscrit dans la longue histoire des femmes dont on a là une illustration sur la question du corps, etc. On abordera cette question oui, bien du corps un petit peu après. On va rester sur le contenu d'abord de la pièce. D'abord, un petit peu historiquement, comment vous est venue l'envie, l'idée de parler de ces femmes tondues d'après-guerre? Alors étonnamment, donc c'est ni le contexte historique de l'époque qui m'a amené à ça, ni la question de la femme en fait, plus que la forme. C'est-à-dire que moi j'avais découvert en 2012 la création d'un spectacle en déambulation dans la rue qui s'appelait Livret de famille sur des textes de Majid Cherfi. Et ça a été pour moi vraiment une très grande révélation, cet état créatif. Comment raconter quelque chose à l'échelle de la ville, avec la ville comme décor, avec le mouvement comme élément dramaturgique. Et une fois qu'on s'y est jeté, ça a été une grande aventure pendant 5 ans, j'ai eu follement envie de recommencer. Et je me suis dit, tiens, le prochain spectacle que j'aimerais faire comme ça en déambulation théâtrale, j'aimerais trouver un sujet qui soit... qui ne puisse pas être traité autrement, voilà, où la rue lui est chevillée au corps, où la question du déplacement est chevillée au corps du spectacle. Et une fois que j'avais posé cette intention-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans nos rues dans les 100 dernières années? Alors pourquoi je me suis dit derrière et pas devant et pas maintenant, je ne sais pas du tout. Et il y aurait pu y avoir 1000 sujets sur voilà, nos espaces publics. Hein, on le voit bien que maintenant ils sont fermés, à quel point ils nous manquent pour toutes sortes de choses. Et là, ça m'est parvenu comme une espèce de déflagration, une image, une réminiscence dont j'ai jamais vraiment retrouvé le point de départ. Mais il y a 70 ans, dans les rues en France, des femmes, des milliers de femmes ont été tondues devant tout le monde, voilà. Et je veux raconter cette histoire. Donc c'est vraiment, ça a été ça le point de départ. Et puis après le point de départ sur voilà, 3 ans, 3-4 ans même de réflexion, de plongée. Ouais. Voilà, donc l'histoire commence, enfin on parle essentiellement de 3 personnages qui partent à la recherche de leur histoire, des gens ordinaires. Par votre intrigue, il s'agit aussi de nous interroger sur peut-être notre comportement aussi, à travers celui de ces 3 personnages, en fait, de comportement un peu plus humain, j'ai envie de dire, qui pose la question de est-ce qu'on dénonce pas, est-ce qu'on doit dire ou est-ce qu'on ne doit pas dire, est-ce qu'on doit raconter ou ne pas raconter. Parlez-nous en fait de ces gens, de ces 3 personnages, de ces gens ordinaires, que ce soit Marc, Marie, Mado. C'est ça. En fait, effectivement, assez rapidement, on a, avec toute l'équipe artistique, beaucoup cherché comment parler de ça. Et la question de la fiction, c'est-à-dire de la petite histoire dans la grande, nous est apparue rapidement comme une belle porte d'entrée. Parce que moi, quand j'ai fait toutes mes recherches, très vite me sont arrivés des témoignages d'aujourd'hui, donc de filles, petites filles, témoins, amies de l'époque. Par contre, les tondues n'ont pas parlé, elles n'ont pas plus à moi qu'à d'autres, et elles ne parleront plus. Mais moi, j'ai donc reçu des tas de témoignages vraiment très précis, et que j'ai compilés, on va dire, dans trois histoires aussi fictives qu'ont été vraies, ce qu'on m'a raconté, mais en tout cas, évidemment, je n'ai pas raconté l'histoire d'une personne à travers un personnage. Ces 3 personnages sont faits
de plein d'histoires, mais très réelles. Et j'avais très envie, je me rappelle, ça s'est venu assez rapidement, qu'il y ait une jeune femme, un jeune homme et une vieille femme. Comme une fable un peu. Il était une fois ces trois personnages. Et donc effectivement, c'est des gens d'aujourd'hui qui vivent, donc à chaque fois qu'on joue quelque part, ils arrivent dans la ville le jour J, à l'ODEV et pas ailleurs. Et donc on a Mado, qui est le personnage âgé, qui a à peu près 90 ans au moment où le spectacle joue, qui elle, en fait, le point de départ, les 3 points de départ pour ces 3 personnages sont des lettres. Elle retrouve un peu à la fin de sa vie une vieille lettre, elle qui perd la mémoire, qui ne sait plus trop où elle en est, qui est en maison de retraite. Mais par contre, quelque chose revient la hanter comme la dernière chose à faire, c'est cette lettre de sa meilleure amie, Lily, qu'elle a reçue dans les années 50 et à laquelle elle n'a jamais répondu. Cette Lily a été tondue dans leur ville, donc la fiction dit que c'est l'ODEV si on joue à l'ODEV, Paris si on joue à Paris. Parce que c'est vrai que la particularité de la mise en scène, c'est que vous intégrez le spectacle dans la ville réellement où vous jouez. Complètement. Donc ça permet de redonner comme une vie. Ouais. Il y a quelque chose que je voulais vraiment de l'enquête, quelque chose de ludique aussi dans ça s'est passé ici. On dit, le théâtre dit, parce qu'on ne vient jamais chercher la vraie histoire de la ville. Donc voilà, donc Lily, Mado revient sur les traces de Lily et veut absolument la retrouver avant de mourir. Ça, c'est son point de départ. Et puis donc, elle va faire une enquête dans cette ville pour retrouver son amie d'enfance et aussi reconnaître ou pas du tout cette ville qui l'a fait naître. Et puis ensuite, on a la jeune femme, alors elle est très différente, qui, elle, vit là depuis toujours, qui est mère célibataire, qui vit avec son môme, qui se dépètre comme elle peut dans la vie, qui bosse au bar, voilà, et qui s'occupe depuis des années d'une grand-mère insupportable, acariâtre, mais n'empêche qu'elle s'occupe d'elle, et qui enfin meurt, c'est ce qu'elle dit, Marie. Et elle reçoit, donc elle est vraiment libération, elle reçoit une lettre du notaire où le notaire rapporte les paroles de la grand-mère qui dit « Marie, j'ai une part d'héritage pour toi, mais tu ne pourras l'avoir que si tu vas déposer au monument aux morts 13 roses noires et que tu écris aux peinture rouge tondue pour la France. » Donc elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bombe qui lui parvient de cette grand-mère dont elle comprend assez vite qu'elle a sûrement été tondue et qu'il y a comme une espèce de vengeance par procuration. Donc pareil, elle se retrouve avec cette lettre, au début très remontée contre cette grand-mère, elle avait qu'à réfléchir avant de faire des conneries, etc. Voilà. Donc ça, c'est son point de départ. Et le troisième personnage, Marc, qui débarque de Nancy, qui vit une vie très tranquille, très coincée. On sent que c'est un petit gars qui n'a jamais fait grand-chose dans sa vie, qui va avoir un bébé, voilà, il est toujours aussi surpris d'avoir quand même rencontré la femme de sa vie, d'avoir quand même d'avoir bientôt une petite fille. Et là, il reçoit une lettre de son père, avec qui il a quasiment jamais communiqué, très taiseux, qui lui dit, il faut peut-être quand même que je te dise une chose, tu vas être papa, sache que ta grand-mère a été tondue avec... et puis il va apprendre. Et là, il ne peut, lui qui a jamais fait de vagues, ne peut plus dormir, ne peut plus manger, et décide du jour au lendemain de prendre le train pour cette ville et de comprendre, parce que savoir si sa grand-mère a été coupable ou innocente fait tout à ses yeux. Et donc on retrouve le jour J ces 3 personnages qui vont partir en enquête dans la ville où on est, suivis chacun par un groupe de spectateurs. Alors ça, c'est vrai que dans la mise en scène, il y a cette chose un petit peu particulière de présentation où le groupe de spectateurs ne voit pas forcément la même chose de la pièce et se déroule avec justement une particularité de mise en scène qui fait que dans la ville évoluent différemment les 3 personnages. C'est ça. Et d'où depuis qu'on a sorti ce livre, l'engouement de ces milliers de spectateurs, parce qu'on a joué beaucoup, de enfin pouvoir lire le parcours de l'autre personnage, la lettre de l'autre, qui représente aussi vraiment un enjeu pour le spectateur. Alors c'est vrai que votre pièce, par cette mise en scène,
C'est pas une reconstitution historique du tout. On est dans un contexte très contemporain, on a ces évolutions. Et il y a quand même une chose qui ressort, en tout cas à la lecture de ça, c'est qu'il y a nul jugement de comportement de qui que ce soit. C'est vraiment une observation. Et ça, à mon sens, enfin c'est peut-être ça, ça ne fait que soulever encore plus la question du non-dit de cette période. Et est-ce que, justement, d'avoir ces deux époques qui viennent se confronter, c'est pas aussi une façon de nous interroger, nous spectateurs, là-dessus, sur qu'est-ce que j'aurais fait, mais aussi c'est sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça, hein. Bah ça, pour le coup, il n'y avait pas l'enjeu didactique d'en arriver là. Il y avait l'enjeu d'appréhender... alors, pour moi, il y a deux choses. Il y avait effectivement à aucun endroit de donner la morale de l'histoire. Évidemment que ce spectacle n'allait pas dire ce qu'il aurait fallu faire, c'était une évidence. Mais d'approcher la complexité des choses, la complexité notamment de... aujourd'hui, il est facile aussi de dire... C'était des grandes victimes finalement, elles étaient toutes amoureuses. Voilà. Non, les tondues, elles ont été tondues pour moult raisons. Parce qu'elles avaient collaboré, parce que effectivement elles avaient eu des relations intimes avec les Allemands, parce qu'elles n'avaient rien fait, parce qu'elles avaient travaillé pour, parce que... Voilà, c'était évidemment complexe. Par contre, si elles ont été tondues, c'est parce que c'était des femmes. Il y a eu clairement une double peine si tant est qu'elles avaient fait quelque chose. Et ça, pour moi, c'était très clair. Autant ne pas porter de jugement sur ce que les gens ont fait à l'époque, c'était une évidence. Mais par contre, faire entendre la thèse de cet historien qui dit ces femmes ont été tondues parce qu'elles étaient des femmes et pas parce qu'elles étaient des collaboratrices. Il y avait quelque chose vraiment d'une nation qui se remet debout, qui, dans cette période d'après-guerre, stigmatise un peu le bouc émissaire pour refaire corps national autour d'une nation qui remet tout le monde à sa place, les hommes qui tentent de reprendre leur place et les femmes à qui on dit retournez au foyer et surtout ne sortez pas du cadre. Ça, c'était par contre très clair. Je ne voulais pas être que interrogation. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on aurait fait, etc. et qu'est-ce qu'on fait. J'ai eu des retours d'après-spectacle étonnants. J'en citerai deux. Un jour, on joue, je ne sais plus où c'était, et là arrive un monsieur très ému, comme en fait les 90% des spectateurs, et il me dit mais merci d'avoir fait un spectacle sur nous. Alors je laisse venir sur vous, c'est-à-dire il dit en fait voilà, moi je fais partie de l'équipe municipale de Grande-Synthe, donc qui est la ville juste à côté de Calais, qui est ce maire qui, à la différence de la ville de Calais, tente contre vents et marées d'accueillir les migrants sur son sol et qui, du coup, a embarqué une partie du conseil municipal et de la population. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qui se passe là-bas. Et pour lui, c'était de ça que ça parlait. C'était nous, on décide aujourd'hui de se mouiller, d'accueillir coûte que coûte, parfois même contre la loi, et c'est ça que ça raconte. Alors du coup, c'était très émouvant, aujourd'hui encore d'ailleurs, ça m'émeut d'en parler. Et voilà. Et puis aussi, on a joué une seule fois cette année, en 2020, 2 fois au Mans, on est vraiment passé entre les gouttes. Bon, ça a été terrible de jouer qu'une fois. Mais n'empêche que ça a été possible. Et les gens ont cru que ce spectacle avait été écrit pendant le confinement. Et que ce parallèle entre cette période historique et aujourd'hui, quoi faire, comment faire, etc., était l'enjeu du spectacle, alors qu'évidemment, on l'a écrit bien avant et qu'on n'a pas changé une ligne. Si ce n'est, par contre, effectivement, quand les personnages de fiction déambulaient au Mans en période de ce que nous vivons, ils étaient masqués, pas masqués, avec des mots dessus, mais c'est étonnant de voir comment les gens projettent effectivement des choses en fait finalement très politiques, très intimes autour de cette question qui l'est en fait, très intime et très politique. C'était effectivement un des points que je voulais soulever, c'est-à-dire qu'au-delà du sujet même des tondus, qui est ce moment-là, il y a la question de la femme évidemment, mais aussi la portée symbolique de ce moment-là qui peut se décliner, là vous l'avez illustré avec de parfaits exemples, sur
des échos aujourd'hui. Et même pour aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire éventuellement prendre aussi ce que dit Fabrice Virgili sur la portée symbolique en fait de ce moment-là qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le développer un petit peu plus sur le corps de l'homme qui est cité de mémoire en disant l'homme symbole de la force de travail et la femme ou la propriété de l'état de travail. De l'État, voilà, et la femme la propriété de l'homme. De l'homme et de la nation, le corps de la nation. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que il dit, voilà, il y a une chose très particulière, c'est que on va dire l'héritage de la Révolution française place l'homme français comme le protecteur, le soldat de la République qui va sauver femmes et enfants et qui va être le garant de l'intégrité de la nation. Et pour cela, il peut aller faire la guerre, etc. En 40, c'est la défaite, voilà, la terrible défaite sans aucun retour. Et l'homme, et il parle même, Virgili, symboliquement comme une émasculation, c'est-à-dire voilà, il a tout perdu. L'émasculation de la nation. Voilà, c'est ça. Il part à la guerre ou rien du tout d'ailleurs, parce qu'il y a aussi tout un tas de Français qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et la femme, clairement, devient celle qui tient la nation et devient le corps de la nation, la mère, celle qui va assurer les arrières, etc. Et du coup, cet endroit détendu vient chercher vraiment la femme à cet endroit elle a failli à l'endroit peut-être de l'intimité, elle a trahi son mari, mais en fait, à travers ça, elle a trahi toute la nation. Et donc, on punit la femme qui a trahi son pays, qu'elle ait fait, qu'elle n'ait pas fait, et c'est là qu'on vient vraiment montrer du doigt une espèce d'état national. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que juste vers la fin de la création, il y avait une exposition aux Archives nationales à Paris qui était passionnante, qui s'appelait « Présumé EES, coupable ». Et pour la première fois, les Archives nationales, en fait, ont fait un focus sur des procès de femmes. D'habitude, c'était période historique, thématique, etc. Et là, ils se sont dit, tiens, on va regarder ça. Et ils ont commencé à peu près au Moyen-Âge, jusqu'aux époques contemporaines. Et ils ont sorti comme ça 5 archétypes qui allaient des sorcières au tondu, en passant par les grands procès d'empoisonneuses, les infanticides et les pétroleuses, les femmes pendant la période de la Commune, dont on a dit qu'elles avaient brûlé Paris, etc. Et en fait, ce qui est très très étonnant, c'est que, et c'est là que Virgili remet les tondus aussi dans cette grande période, c'est que on se rend compte que ce soit les sorcières ou les tondus, que toutes ces femmes qui n'étaient pas à l'endroit de l'époque, c'est-à-dire qui sortaient du cadre, qui n'étaient pas, par exemple les sorcières, qui n'étaient pas mariées, qui étaient célibataires, qui n'avaient pas d'enfants, par exemple, voilà. Et ces femmes, ces tondus, enfin ces futurs tondus, qui ont peut-être vécu une histoire d'amour, qui ont peut-être collaboré, etc. Elles n'étaient pas dans le cadre de ce que la femme française devait être à l'époque. Et tant qu'une société, une communauté villageoise, une nation est dans un équilibre à peu près OK, finalement, ça va à tout le monde. Ces femmes un peu hors normes, voilà. Mais par contre, dès qu'il y a des équilibres, risques, mise en danger de la communauté, de la nation, elles deviennent ce par quoi on va se remettre debout en les brûlant, en les tondant, en les condamnant à mort, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant de prendre la mesure de cette longue histoire. Et tout en ayant ce geste assez particulier aussi de la tonte, là aussi Fabrice Virgili pointe du doigt cette situation particulière, parce qu'il aurait tout aussi pu, dans la sortie de la guerre, continuer les tueries comme il a pu en faire en rébellion. Non, là, c'est la tonte. Est-ce que là aussi, symboliquement, ça apporte quelque chose sur la condition de la femme
à ce moment de l'histoire de la nation, mais faire écho aussi à une situation de la femme aujourd'hui, où on voit qu'il y a aussi un bousculement de la position. Est-ce que justement cet écho entre les intergénérationnels, de périodes différentes, c'est aussi une chose que vous avez voulu soulever à travers cette pièce de théâtre et ce bouquin? Ben, c'est sûr que très vite, pour moi, raconter les tondus, c'était continuer à raconter l'histoire des femmes d'hier et d'aujourd'hui. C'était libérer une parole, montrer une histoire d'un autre regard. Et très vite, quand j'ai commencé, pareil, la création, il y a eu des ateliers, etc. Je me rappelle notamment, mais je le raconte d'ailleurs dans le bouquin, on a montré un petit documentaire sur les tondus à une classe de filles, je pense, dont la plupart avaient des familles qui n'étaient pas en France dans les années 40, voilà, qui venaient de plein d'endroits. Une classe de filles de service à la personne qui n'avaient absolument jamais entendu parler des tondus. Et j'étais un peu, voilà, pendant tout le temps du documentaire, je me disais, oh là là, mais comment elles vont recevoir ça? Qu'est-ce qu'elles vont en dire? Un peu peur aussi peut-être qu'à la fin, bah tiens, c'est bien fait. Voilà. Et puis le documentaire se termine et la première qui lève la main, c'était une petite avec un accent sétois, coupé au couteau, on n'était pas à 7 mais pas très loin, et qui dit « Ah mais moi franchement, si j'avais été elle, c'est clair, j'aurais été tondue, quoi. Ah, parce que les Allemands, c'était trop beau. Ah, moi, j'aurais couché, c'est sûr. » Bon, voilà, donc éclat de rire général. Et puis très vite, en fait, elle blaguait évidemment aussi, mais elle est clairement là-dedans. Et très vite, tout d'un coup, toutes ces petites nanas qui passent directement de ce documentaire, Les Tondus, à « moi j'en ai plein le dos, mon frère il peut sortir jusqu'à je sais pas quelle heure et moi pas, et moi j'ai peur quand je sors le soir dans la rue, et moi je peux pas faire ce que je veux de mon corps ». Et là, c'était d'une évidence absolue, c'est-à-dire que cette histoire-là, c'était la leur, c'était la nôtre, et c'était une envie d'en découdre encore aujourd'hui bien plus que jamais, et on le voit, enfin, c'est fou. Moi je suis très heureuse de vivre cette époque. Non mais c'est fou de le dire comme ça, parce qu'évidemment que c'est un peu provoquant ce que je dis, mais s'il y a une chose que je suis heureuse de vivre là, de notre époque, c'est ça, c'est toute cette libération de la parole, ce qui se passe et comment les choses, je pense, vraiment bougent. Enfin, moi, je suis très optimiste là-dessus. Et les tondus sont un moyen, en tout cas, re-raconter l'histoire des tondus, qui sont vraiment chacune d'entre nous, je crois, hommes et femmes confondus. C'est fou, on ne pouvait pas mesurer ce qui allait se passer quand on allait jouer ce spectacle, vraiment. Cette espèce de réminiscence d'une part très forte de notre histoire collective, que les gens ont la sensation de revivre de l'intérieur, pour quelque chose qui se transforme en un rituel collectif, comme l'est le théâtre. Un groupe de gens qui vont voir se raconter une histoire qui est la leur. En fait, c'est pour moi vraiment une définition du théâtre. Et qui retraverse voilà, une catharsis, quoi. Et ça, c'est très fort à voir. Et je voulais aussi mettre en avant, parce que vous parlez beaucoup de symboles, de ce qui se déroule, même dans la mise en scène, il y a la portée symbolique qui n'est pas affichée, mais qui existe à chaque fois, justement sur la force musculaire de l'homme, ou la force de la nation, où il y a le piano qui est tracté, la position de la femme, enfin, tout ce travail-là, comment vous avez élaboré cette relation entre le texte écrit et cette mise en scène qui porte aussi des symboles, alors qu'elle aurait pu être dans une pièce classique avec éventuellement 3 bouts de décor. Non, vous avez pensé l'ensemble dans une circulation de la ville. La scène n'est pas une scène de théâtre classique, mais une ville. Comment vous avez mis en interaction ces deux espaces, j'ai envie de dire, le texte et la mise en scène? Comment s'est élaboré ce travail-là? Comment ça s'est fait? Bah en fait, il y avait quand même ce point de départ dont je parlais tout à l'heure, dramaturgique fondamental, qui est cette histoire s'est passée sur nos espaces publics, elle se repassera ici. Donc ça, c'était une évidence. C'était vraiment le point de départ. C'était le point de départ. Non seulement elle s'est passée sur les grandes places des villes et les grandes places des petits villages,
Donc ce sera le point d'orgue de ce spectacle. Nous y reviendrons. Qu'il se soit passé quelque chose ou pas réellement, c'était pas le propos. Nous reviendrons dans cet espace symbolique où il aurait pu, où il se passera des choses qui nous concernent. Et le mouvement était aussi très important pour plusieurs choses. On est allé chercher dans l'intimité des maisons ces femmes, dans l'intimité de leurs histoires et de leur corps. On est allé les chercher dans les 4 coins de la ville et on les a ramenés au vu et au su de tous dans des espaces symboliques, mairie, église, voilà. Et donc on voulait reproduire ça vraiment, c'est-à-dire on va partir des confins de la ville, des confins de nos histoires, des confins de nos intimités pour aller converger vers cette chose qu'il va bien falloir remettre sur la place publique. Donc ça, c'était la grande ligne dramaturgique qu'on a créée avec Renaud Grémillon, qui est le scénographe et musicien, compositeur du spectacle et qui a complètement aussi construit tous les enjeux dramaturgiques, et notamment en proposant cette idée que je trouve toujours aussi géniale de ce piano roulant, qui lui aussi porte des choses très fortes. Déjà, Renaud est musicien, il est pianiste au départ, et il avait très envie, pour ce spectacle-là, de jouer du piano. Et puis il a dit oui, c'est le piano, le meuble, parce que là c'est un demi-queue, c'est vraiment un piano des années 1905 je crois. C'est quelque chose qu'on trouve dans les salons, dans les maisons et qui n'a pas vocation à sortir. Donc il y avait vraiment ce truc de dire ce meuble-là, on le met dehors sous la pluie, presque sous la neige, ça nous est presque arrivé. Et puis il y avait aussi ce piano qui fait 500 kilos, nous 5, nous poussons, nous tirons, nous tractons. C'est aussi très clairement le poids de l'histoire qu'on se traîne. On a décidé de s'emparer de ce truc-là qui était lourd et noir et poussiéreux et terrible, et on se le porte comme un fardeau. Voilà. Et puis ce piano devient... la charrette, l'échafaud, l'endroit pour danser, enfin voilà, il revêt aussi plein de choses comme ça. Donc c'était 2 grandes lignes de force, ça. Et puis après, chaque fois qu'on écrit un spectacle, moi je le pense toujours comme une espèce de partition musicale. Comme nous, depuis très longtemps, les arroseurs, on manipule la pluralité des langages artistiques. Il y a le texte, il y a la musique, il y a les arts visuels, il y a le langage du corps. Et c'est comment chaque ligne va être porteur de quelque chose, d'une chose à dire, que les arts visuels ne vont pas dire ce que dit le texte, qui ne va pas dire ce que dit la musique, etc. Et comment ensuite, comme un espèce de grand storyboard, on écrit comme ça toutes ces lignes qui se chevauchent et qui racontent à des endroits différents, des endroits émotionnels, intellectuels, sensitifs, qui sont les grands enjeux de la mise en scène. Alors, avant de conclure, puisque ça y est, nous arrivons au terme de cette rencontre, j'ai envie de vous poser la question terrible. Parlez-nous du Doum Doum. Du Doum Doum. Je vais essayer de le faire pas trop dans un trop long temps. Quand j'ai fait la création, j'ai sollicité, ce que je fais souvent d'ailleurs, de nombreuses rencontres, et en particulier des femmes. Dès que j'ai dit je vais travailler sur l'étendue, beaucoup de femmes sont venues me dire « Ah, tu travailles là-dessus, alors il faut que je te raconte. » Alors, il faut que je te raconte ma grand-mère, ma grande-tante, quand elles étaient directement liées à cette histoire. Ou alors, il faut que je te raconte mon histoire de femme, d'oppression, de combat, de lutte, voilà, tout. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai pas voulu que ça s'arrête. Je me suis dit, c'est le cœur battant du projet, en fait, comment l'étendue nous amène à re-raconter quelque chose de nous tous. Et donc, j'ai imaginé que dans chaque ville où on jouerait l'étendue, on rencontrerait un groupe de femmes de cette ville, et avec qui on aurait un temps comme ça d'échange pour rien, pour nous, autour de tous ces sujets. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 3h30 d'atelier, de rencontres, 2 jours avant de jouer, dans la ville, avec le lieu culturel qui s'est chargé de créer comme ça un groupe de femmes. Et donc on passe d'abord un temps à se raconter, et en particulier on se raconte l'histoire de nos cheveux.
Évidemment, c'est ça qu'on leur a enlevé, et comment nos cheveux permettent de tirer le fil de nos histoires intimes, la maternité, la sexualité, le corps, etc. Donc on fait comme ça un paquet magique d'histoires qui nous appartiennent. Et puis, en deuxième partie d'atelier, Muriel Holtz, qui est comédienne et chanteuse du spectacle, nous apprend un chant qui est donc un doum-doum. C'est très simple, les paroles, c'est voilà, une petite onomatopée que Renaud a écrit, et qui, en fait, ce chant à 3 voix, très simple d'abord, prend place à la fin du spectacle, à la scène finale. Et c'est comme, donc tout le spectacle se déroule, ces femmes sont dans le public comme tous les spectateurs, et à la fin, quand, par un dernier texte que je dis cette fois-ci, qui vraiment donne état de l'impuissance, en fait, de finir ce spectacle, parce que quoi dire de plus que ce qu'on a tenté pendant 1h30, il y a quelque chose vraiment qui se lâche, un dénuement de, voilà, on ne sait pas comment finir. Et de cet aveu d'impuissance un peu né du public, ce chant chanté par des femmes dont il est fait exprès que le spectateur ne sait jamais vraiment si c'est travaillé avant ou pas, et qui très souvent en fait devient un élan collectif très fort entre ces femmes et en fait tout le public qui par ce chant. Et pour moi, il y avait vraiment comment répondre à ce rituel terrible, morbide, détendu par un rituel de femmes chantantes debout dans chaque ville. Voilà. Merci. Le théâtre est actuellement suspendu, mais pas le besoin de culture, ce besoin indispensable à l'être humain pour combattre le cerveau disponible, la bêtise, l'obscurantisme. Alors avant d'en finir avec ce virus et de retrouver les planches, vous pouvez toujours patienter en découvrant la pièce du théâtre de Perrine Fèvre et de la compagnie Les Arroseurs à travers le livre Les Tondus, paru aux éditions Deuxième Époque et disponible évidemment à la librairie Un Point un Trait. Perrine Fèvre, merci pour vos réponses. Merci. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue et le montage de la vidéo de la rencontre. Merci à la préfecture de l'Hérault via la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie Un Point un Trait. Vous pouvez retrouver cette rencontre ainsi que les précédentes sur le site de la librairie www.unpointuntrait.fr. Merci et à bientôt. Bientôt.